Bienvenue à cette conférence mensuelle du Cercle Cadre. C'est toujours chaque fois une joie, une grande fierté, une jubilation intérieure de voir les gens, les jeunes, les Africains qui viennent chaque mois ici pour réfléchir. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir dans ce centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et de diaspora qui se réunit ici dans l'Université d'Ottawa depuis bientôt 8 ans. D'abord, la joie d'accueillir le professeur Kasereka Kavwa Irei, professeur au département de français ici, de cette université d'Ottawa, qui va nous entretenir autour du sujet « Reconstruire la philosophie africaine à la recherche de nouveaux lieux d'ancrage d'une pensée du futur ». Donc on va d'abord écouter le professeur Kasereka, et ensuite nous allons accueillir et écouter le professeur Abdoulaye Gueye, vous connaissez, qui vient ici, et il va nous entretenir sur le sujet « Réfléchir ensemble » sur les liens entre chercheurs africains du continent et leurs compatriotes en poste en Amérique du Nord. Et comme je disais, c'est une joie de voir les fils d'Afrique qui vivent ici, dans la capitale nationale du Canada, et qui sont professeurs de cette institution universitaire, avec tout ce que cela représente au niveau scientifique et politique dans une société occidentale comme le Canada. Alors, la joie est d'autant plus grande que ça correspond, il y a un mois, nous avons lancé dans ce centre, le 28 février, notre revue annuelle qui avait pour titre « Les intellectuels africains au Canada, mission, figure, vision et leadership ». Et je crois que les deux intervenants vont quand même, d'une manière ou d'une autre, on peut quand même les regrouper dans la matrice des intellectuels africains au Canada, et chacun dans son domaine. Alors je disais, je vais faire rapidement, de façon très sommaire, de façon très cursive, 4 cadrages méthodologiques ou épistémologiques. Le premier cadrage, c'est pour dire que chaque intervenant, en prenant la parole sur son sujet, il s'implique lui-même, parce qu'il va prendre la parole à la première personne du singulier, tout en traitant de son sujet. Il y a ce qu'on appelle en philosophie l'ipséité, le soi du sujet qui prend la parole en public et à la première personne. Donc, en exposant leurs sujets respectifs, ils vont chacun aussi s'impliquer, donner sa vision idiosyncrasique, je peux dire ça. Deuxième cadrage méthodologique. Ils font la conférence, aujourd'hui ça fait 60 ans que la plupart des pays d'Afrique noire sont indépendants. Je dis qu'il y a comme une superposition, une concaténation, une superposition entre la crise postcoloniale et la crise de la mondialisation libérale. Et les deux crises, ici nous sommes en situation de diaspora, nous sommes des Canadiens d'origine africaine, mais qui vivons ici au Canada dans une société multiculturelle. Donc ils vont prendre la parole aussi parce que ils pensent aussi à leur continent, comment les savoirs circulent aujourd'hui et quel est l'impact, le rôle que peuvent jouer les productions qu'ils produisent dans le monde, mais aussi en Afrique, d'où nous venons. Donc, il y aura nécessairement, de façon sous-jacente, la question de la circulation des savoirs entre l'Occident et l'Afrique, les livres, ou bien par Internet, peu importe. Mais aussi, en Afrique, d'où nous venons, comment est-ce que les universités sont équipées pour transmettre le savoir aux jeunes, ou ne sont pas équipées, c'est une question. Troisième cadrage méthodologique, je disais que dans cette situation de superposition pour l'Afrique entre la crise postcoloniale et la crise de la mondialisation, il est important pour les chercheurs africains d'avoir en esprit, d'être conscients de cette complexification du réel, de la réalité, de la géopolitique mondiale, en vue d'adopter, dans la mesure du possible, une posture pluridisciplinaire. Chacun, certes, a son site d'expertise, mais en même temps, ils essayent de chacun de s'informer sur d'autres disciplines, parce que c'est dans la mesure où nous allons faire une synergie des savoirs que nous pouvons aussi avoir une force de frappe pour transformer nos sociétés. Quatrième cadrage épistémologique, je disais que ce centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et de diaspora a un leadership que j'ai qualifié de
réticulaire, éthique, philosophique, ça signifie nous travaillons en réseau. Grâce à notre réalisateur Tano, que je tiens encore à saluer, par sa persévérance et sa constance, nous sommes vus par les jeunes en Afrique. Ce sont leurs frères qui vivent au Canada. Donc ça prend aussi ça. Quand je dis leadership réticulaire, ça signifie aussi le texte aura un statut dans le transfert de savoir du Canada vers l'Afrique. Alors voilà, donc je termine ce cadrage méthodologique en remerciant encore une fois nos deux conférenciers et je commence directement sans plus tarder à donner la parole au professeur Kasereka Kavwa-Irei qui va nous parler de reconstruire la philosophie africaine à la recherche de nouveaux lieux d'ancrage d'une passé du futur. Si vous permettez juste rapidement, parce qu'on a quand même la caméra ici, hein, parmi ces publications récentes, nous avons le prix de l'impasse, christianisme africain et imaginaire politique, hein, publié à Peterland, hein, Berlin, New York. Voilà, c'est un livre très important. Mais aussi, nous avons aussi, je dis ça parce que son propos va s'appuyer, je suis sûr, de ce qu'il a déjà écrit de façon consistante. L'Afrique entre passé et futur, l'urgence d'un choix public de l'intelligence. Voilà les deux publications récentes, il y en a d'autres, le professeur Kasereka Kavwa-Irei. Et sous vos applaudissements, on va passer la parole au professeur Kasereka. Merci, monsieur le président. Je ne sais pas comment vous appelez ainsi, n'est-ce pas, de la présentation et aussi de l'invitation. Et merci à vous d'être venu nous écouter. Et comme Benoît vient de le dire, en fait, donc, la réflexion que je vais vous présenter se situe dans la continuité. Oui, je continue un peu une réflexion que je mène depuis pratiquement l'Afrique entre passé et futur. Et c'est dans ce sillon-là même que s'inscrit cette réflexion qui est encore en cours. Donc, pratiquement, je viens auprès de vous pour recevoir des questions qui me permettront peut-être de continuer justement et de faire progrès dans ma réflexion. Alors, cette conférence a comme visée de montrer la nécessité de reconstruire la philosophie africaine pour faire face aux défis qui se posent à l'humain de la condition africaine aujourd'hui. Il s'agit de voir comment la philosophie africaine peut se libérer de la tentation du repli sur soi qui l'expose à une prolifération et à une volubilité insignifiante ou triviale. Comme disait justement Eboussi Boulaga, l'expression est de lui, pour soutenir l'espoir social et les luttes dans lesquelles cet espoir est investi. Donc là, c'est le point focal pour moi, justement, c'est de voir comment la philosophie africaine aujourd'hui, c'est-à-dire en contexte qu'on vient de nous dire de crise de la mondialisation, mais aussi avec l'héritage de la crise, je ne sais pas, post-coloniale, tout cela, est-ce que la philosophie peut avoir un mot à dire dans le contexte actuel et surtout soutenir l'espoir qui anime certaines couches de la population. Ou si l'on veut, il s'agit, peut-elle renforcer sans se renier ou se muer en idéologie la foi active des exclus de l'accès aux ressources vitales, à la possibilité d'imaginer et de faire advenir un futur meilleur pour tous. Pour ce faire, nous commencerons par une présentation critique et schématique du cadre dans lequel la philosophie africaine doit se reconstruire. De cette description émergera l'exigence d'une réinvention de la philosophie aussi bien du point de vue de sa forme, donc comment elle pourrait se présenter, et puis du point de vue des matériaux de base. Jusqu'à là, la philosophie, on peut dire, pour matériel de base, pratiquement comme matière de base, c'est de commenter la tradition. Aristote, Kant, je ne sais pas, Kant, Heidegger, ainsi de suite, on commence par là. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a en Afrique une urgence justement de prendre en compte justement ce qui se passe sur place, de sorte que Kant ne serve qu'une cause africaine. Et on verra justement que ces matériaux de base dont je veux parler, c'est entre autres justement ce qu'on appelle aujourd'hui, je sais pas, les mouvements sociaux qui sont en Afrique, qui sont des foyers d'espoir, comme je les appelle ainsi. Et enfin,
la manière de les interroger. Comment interroger justement ces actes qui sont parfois buissonniers pour voir de quoi ils sont porteurs. Et pour moi, justement, ces actes buissonniers, qu'il s'agisse par exemple de ce qui fait l'actualité, les gens de Y'en a marre, qui se parlent de ballet citoyen, qu'il s'agisse de Filimbi ou Lucha, et ainsi de suite, il y en a d'autres. Ce sont des mouvements qui sont porteurs d'utopie et qui eux-mêmes relisent notre histoire. Mais le problème, justement, qui me préoccupe, c'est que je n'ai pas l'impression que l'intelligence africaine, et surtout les philosophes, se sont donné la peine, justement, de considérer cela comme une matière à interroger pour pouvoir, justement, essayer d'aider à la structuration de ces mouvements et à partager l'utopie, l'idéal dont ils sont porteurs. Et la méthode que je vais proposer, ce sera à la fin, je dirais que c'est que la philosophie puisse finalement, la philosophie africaine, devienne aussi une recherche sociale. Et après, comme recherche sociale, aussi, il adopte comme méthode justement ce qu'on pourrait appeler une herméneutique du possible, ou une herméneutique utopique, tout simplement. Parce qu'ici, la question la plus fondamentale pour nous, je crois, c'est comment construire, comment envisager le futur avec ce que nous venons de connaître, que ce soit un génocide au Rwanda, des massacres au Burundi, ou même un génocide qui n'a jamais été reconnu comme tel, a eu lieu aussi, avec les massacres au Congo, on a en Centrafrique, tout cela, finalement, je me dis, comment avec cela affronter, justement, essayer de jeter un regard, justement, d'envisager un futur autre. Comment fonder, justement, une nouvelle manière de vivre ensemble. Donc c'est là, je dirais, l'enjeu de ma démarche. Alors, le premier point, ce sera justement d'essayer de présenter le contexte africain à propos duquel je parle. Et je dirais, la première, c'est d'abord l'Afrique des oligarques et l'Afrique des sans-parts. Je dirais là, c'est le premier point, c'est un contexte fondamental à partir duquel je parle. On peut décrire le cadre social qui, de mon point de vue, requiert la réinvention ou la reconstruction de la philosophie africaine en partant de deux types de langage, dont l'un, spécialisé et dominant, est le langage comptable et l'autre, ordinaire, mais sans être trivial, est peut-être dit alternatif, même utopique, en sens qu'il est tendu vers un autre monde possible. Le premier est celui des agents du néolibéralisme, ou si l'on veut, de ce qu'Alain Badiou appelle le monétarisme libre-échangiste et son médiocre pendant politique, le capitalo-parlementarisme, dont le beau mot de démocratie couvre de plus en plus la misère. En effet, en Afrique comme ailleurs dans le monde, la démocratie qui cristallise l'espoir d'un monde plus juste et plus humain est vampirisée par les réseaux du capitalisme mondial. Comme le suggère Achille Mbembe, le capitalisme tel qu'il fonctionne dans les régions du monde et la brutalité des contraintes économiques dont les pays africains ont fait l'expérience durant le dernier quart du XXe siècle ont vidé de tout contenu le projet démocratique en le réduisant en une simple formalité, un artifice sans contenu et un rituel dénué d'efficacité symbolique. Quiconque analyse attentivement les discours des élites politiques et sociales africaines note que la démocratie telle qu'on l'expérimente dans certains États n'a rien d'une dynamique d'émancipation et de production collective de l'humain après une longue histoire de sa négation. Elle est réduite à une simple forme de légitimation du pouvoir dont la tâche n'est plus, comme on devrait s'y attendre, de maintenir l'ouverture au sans prix, à l'incalculable, au sans profit, bref, à ce sans quoi il n'y a ni communauté ni valeur, mais de gérer les retombées locales de la nécessité historique mondiale consistant à la conjonction de deux nécessités propres, l'une à l'accroissement illimité des richesses, l'autre à l'accroissement du pouvoir oligarchique. Un pouvoir qui se méfie des manifestations et des espaces où le peuple, refusant un monde soumis à la domination écrasante de la conceptualité économico-gestionnaire, qui limite le champ de réflexion et du possible par la concentration de l'attention sur les moyens et sur les profits quantifiables, plutôt que sur les fins et sur le décrochement qualitatif.
Ce peuple donc se réapproprie la dynamique et l'idéal démocratique en essayant de les inscrire dans la trajectoire de sa propre recherche de sens. En somme, le langage dominant, celui que manient le mieux ceux qui nous gouvernent souverainement, et s'emboîtent aussi souverainement à la reconstruction des États démocratiques, est celui du calcul, pour ne pas dire du capital, devenu le seul vivant au nom duquel tout, et plus particulièrement le commun, le bien-être du peuple et le droit de ce dernier à la parole peuvent être sacrifiés. Aussi, s'il parle des avancées de la démocratie, il faut comprendre stabilisation des cadres macroéconomiques, amélioration des indices de croissance ou du climat des affaires, ce qui, à proprement parler, n'a rien à voir avec la refondation de l'ordre social ou la reconstruction démocratique. Nous savons tous, en effet, que ce n'est pas le progrès économique ou la croissance qui constituent les fondements des sociétés, mais la stabilité et l'ordre social. Après ce type de langage justement comptable ou propre à la raison néolibérale, il y a heureusement un signe d'espoir. Là, c'est mon deuxième point, vers le langage alternatif. Mais face à ce langage déshumanisant, il y a d'autres types de langage parmi lesquels les récits des êtres brisés, qui sont des tentatives de réouverture du temps, de reconstruction de l'histoire individuelle et collective, et par là aussi des trajectoires de relèvement et de prise en main du destin individuel et collectif. Les langages alternatifs peuvent permettre de donner un sens nouveau à la démocratie dont l'invention passe par l'équivalence des langues et des langages, de faire de celle-ci quelque chose de sensé, parce que enraciné justement dans notre trajectoire de recherche de sens et nos tentatives de relèvement des tombeaux où les forces du capital tentent d'enterrer notre humanité, d'une part. D'autre part, parce qu'ayant dans sa forme et son contenu le langage de notre histoire, de nos tragédies et de nos espoirs. Il s'agit des langages de laisser pour compte, des sans-parts, de ceux qui baignent dans la précarité la plus abjecte, ceux qui luttent chaque jour sans être sûrs de voir le jour d'après, ce que les discours comptables et triomphalistes invisibilisent, ceux enfin qu'on n'écoute guère alors qu'ils constituent aujourd'hui l'ultime voie de la démocratie, celle qui est esprit avant d'être forme, institution, régime politique et social. Cet esprit de la démocratie n'étant pas moins que cela même, le souffle de l'homme, non pas l'homme d'un humanisme mesuré à la hauteur de l'homme donné, mais l'homme qui passe infiniment l'homme. Mon hypothèse est que c'est lorsque se développera chez nous une réflexion critique, philosophique, qui donne le droit de citer aux discours les plus souvent disqualifiés, exclus de l'espace des discours légitimes, dans la mesure même où ils sont portés par ceux qui subissent les effets de domination des classes, de genre et de race, et qui ont le plus intérêt à la transformation sociale, qu'une pensée de la démocratie enracinée en Afrique pourra être entamée et que l'idée forte dont cette dernière sera la métaphore vivante, comme l'appelle Mbembe, pourra émerger. En ce sens, s'impose à nous la nécessité de rendre visibles et audibles ces expériences d'inexistence, leur donner droit de citer et de faire reconnaître le statut critique qui est le leur, à savoir celui des véritables points de vue sur la totalité, qu'est le monétarisme libre échangiste. L'écoute de ces expériences d'inexistence ou de précarité peut nous permettre de retrouver la puissance singulière qui est propre à la démocratie. En effet, comme le suggère Jacques Rancière, la démocratie n'est ni cette forme de gouvernement qui permet à l'oligarchie de régner au nom du peuple, ni cette forme de société que règle le pouvoir de la marchandise. Elle est l'action qui sans cesse arrache au gouvernement oligarchique le monopole de la vie publique et à la richesse de la toute-puissance sur les vies. Elle est puissance qui doit, aujourd'hui plus que jamais, se battre contre la confusion de ses pouvoirs en une seule et même loi de la domination. Dans un contexte où la seule solution face aux enfants de la rue et à la multitude de vies précarisées consiste à les chasser des quartiers cossus ou à les faire disparaître pour rendre inaudibles les histoires d'injustice dont ils sont porteurs,
et les réduire à l'invisibilité et l'annexion sociale, la question fondamentale qu'il est urgent de poser consiste à savoir ce qu'on peut faire de cette fragilité. Peut-on la retourner contre les présupposées autorités de la cité et la faire jouer comme autorité alternative? Posée autrement, cette question revient à se demander s'il n'existe pas une puissance d'agir de sans pouvoir, susceptible de remettre en question les attendus de la citoyenneté juridique, sociale, politique et économique qui garantissent un ordre de la cité particulièrement hégémonique. Cette question qui implique pour le chercheur de s'efforcer de prendre le point de vue des dominés au sein de l'ordre social existant, c'est-à-dire le point de vue de ceux qui portent la critique en acte et qui ont un intérêt d'ordre vital à sa transformation, peut nous amener à nous rendre compte que l'exclusion porte en elle l'indice d'une contestation de la loi qui exclut au profit d'une prétention à être également la voix de la loi. Mieux encore, comme l'écrit à juste titre Guillaume Leblanc, les exclus ne sont pas des sujets négatifs qui attendent seulement d'être remis sur les rails au sein même de l'ordre social existant. Ils portent une voix qui conteste le privilège de la loi, qui inclut les uns pour exclure les autres. C'est cette voix qui perce dans les mouvements sociaux, politiques, par lesquels les vies en viennent à reconsidérer ce qui les lie à la cité. L'exclu, en son invisibilité réelle, en sa dangerosité supposée, l'absence de place et de classement par la persistance de sa voix et de son agir, interroge le cours normal présumé des choses. Il en appelle à son interruption pour réouvrir les pistes d'un avenir plus humain, d'une cité où tous peuvent s'épanouir. Il est autrement dit le signe que notre monde est possible. Et j'ose le mot, il est porteur d'utopie. Plus concrètement, il est le signe que la démocratie est encore à venir, à construire en élargissant le monde commun, le droit des cités, et en reconnaissant que toute vie compte, ou mieux, qu'aucune existence humaine ne compte véritablement, tant qu'il y en a d'autres qui, considérées sans valeur, sont rejetés hors de tout cadre d'accomplissement humain. Ces langages alternatifs sont de plusieurs sortes. Ils peuvent être artistiques. La peinture, la sculpture, la musique, les chansons populaires, comme on dit, fictionnelles, ce sont les romans, le théâtre, la poésie, les récits de témoignages, les performances corporelles, les marches de protestation, les plaintes et complaintes, les rêves, les grèves, les revendications de salaires décents et justes, ainsi de suite. Ils peuvent nous permettre de barrer la voie au mirage du messianisme sacrificiel des oligarques, celui de l'émergence sans partage et donc sans sens, qui assure aux uns un présent de jouissance et enferme les autres dans la misère déshumanisante. Les oligarques, en effet, tentent d'endormir le peuple en l'enveloppant dans ce que Fabien Bussy-Belague appelle justement la théologie de l'histoire du salut par l'économie ou la croissance, une téléologie et une eschatologie dont une minorité élue ou élitaire est le porteur ou le vecteur. Celle-ci s'articule dans un langage triomphaliste, technique, dépourvu de toute possibilité d'évoquer la vie faillie, les pathologies sociales, les échecs de projets individuels de vie ou la dégradation des conditions, sans oublier l'aspiration à une vie bonne et le rapport à l'infini qui constitue justement l'homme comme humain dont le sens complet de l'existence ne peut être pris en charge par la politique parce qu'il l'excède. Face à ce langage narcissique des oligarques, celui de l'art populaire se fait le témoin de la vie quotidienne et interroge l'histoire au nom du sujet et des rêves de la communauté. Il est en lui-même la contestation même du langage narcissique. Et ici, je pense volontiers, par exemple, à un événement qui a marqué mon imaginaire. Je crois qu'il y a une année, il y avait une marche à Butembo des femmes de militaires qui étaient allés au front. Ça faisait 4 mois que leurs maris étaient partis, n'avaient pas perçu de solde.
Alors elles se sont mises ensemble et ont marché dans la rue nues. Pour moi, ça avait été difficile à regarder, c'est pas, mais je me dis ça, c'est déjà un langage fort, celui-là. Elles n'ont pas parlé, mais elles n'ont pas fait un discours, mais elles ont dit plus qu'un discours ne pouvait dire, parce que c'est nu, c'est les corps nus, vulnérables. Cette vulnérabilité qu'ils ont exposée face justement au discours narcissique et je pourrais dire carrément tout à fait insensible du Premier ministre Matata qui vient nous dire voilà, nous avons maintenant, c'est pas le cadre macroéconomique est stable, nous avons progressé ici, mais elles disent mais justement nous sommes là comme preuve que ce que vous nous dites là, ce n'est qu'être trop limité. Et c'est justement ce type de langage que la philosophie africaine n'a pas encore commencé à prendre en charge. C'est de se poser la question, justement, qu'est-ce que cette femme, justement, une mère, justement, qui quitte justement son foyer, est nue pour aller marcher publiquement. C'est trop fort. On pourrait dire, si on se met à faire de la morale, mais je crois qu'ici, ce n'est pas encore le moment de la morale, on dirait que c'est scandaleux. Mais heureusement, justement, parfois les actes scandaleux sont ceux qui portent le salut. Ça peut être à ce moment-là. Donc c'est vers cela que je suis en train de m'orienter justement. Donc, et je dis, comme le suggère Bogumile Juzuwiki, se pencher sur la création urbaine allant de la musique à la peinture, des témoignages dans les innombrables églises chrétiennes aux récits de vie et d'expérience, peut permettre de comprendre les processus de refondation en cours pour les appuyer. Il s'agit, entre autres, de voir comment se construisent aujourd'hui, au niveau de l'imaginaire et de la mémoire, les rapports entre ce qui est personnel, individuel, et ce qui est collectif, comment s'éventent dans le présent un nouveau rapport au passé, plus particulièrement au futur, dans un monde où le culte de l'urgence et la logique de la marchandise, tous deux régis par l'archilogique du capitalisme mondial, ont colonisé la dimension de la durée, du désir de sens infini, du désir infini de sens et celle de la quête de la vérité qui trouve leur expression entre autres dans l'art, l'amour, l'amitié ou la pensée. En somme donc, face au messianisme et les oligarques qui ont tendance à considérer que le peuple est immature et qu'il est à catéchiser dans le sens du messianisme sacrificiel néolibéral, de là son remplacement par des experts ou techniciens acquis à la cause du capital, ce qui s'impose à nous, c'est de promouvoir une théorie critique de la société qui non seulement se combine aux études sociales empiriques pour porter un jugement critique sur la société présente, mais qui soit aussi et surtout une pratique émancipatrice par le fait qu'elle contribue à la structuration des luttes d'émancipation d'une part, et d'autre part, qu'elle porte au cœur de la cité, tout en légitimant les raisons de ceux qui ont intérêt à la transformation sociale, à savoir les couches oubliées de la société. Cette théorie sociale de la société, cette théorie critique de la société doit surtout s'intéresser au processus actif de lutte et aux pratiques sociales par lesquelles les minorités sociales, celles qu'on croit souvent endurer passivement la souffrance sociale, entreprennent aussi de remédier par eux-mêmes à leur souffrance et de s'extraire d'une position de minorisés sociaux. Comme la philosophie sociale dont parle Frank Fischbach dans son manifeste, cette théorie critique de la société ne se trouve alors plus tant dans la position du porte-parole que dans celle davantage anquilaire d'une théorie qui veut servir les luttes existantes, par exemple en cherchant à en exprimer la portée générale et en portant cette généralité, cette abstraction à un tel point qu'ils permettent une nouvelle radicalisation des luttes dans la pratique et qui leur donne une visibilité dans l'espace de discours légitime sur le social. Parmi ces pratiques sociales et ces créations artistiques dites populaires, il y a un élément qui est très important qui est en eux, il faudrait dire, c'est justement l'imagination et la réouverture des pistes de l'avenir. Ceci m'est venu le plus souvent quand j'essaie de voir ce qui s'est passé au Congo-Kinshasa, c'est mon point de départ dans ma réflexion. C'est après la fameuse marche de
l'AFDL et puis le RCD qui ont massacré les gens, je ne sais pas, je me souviens à Butembo, ma ville d'origine, ils ont enterré des gens vivants, ils sont passés dans des maisons parce qu'il fallait tuer tous les jeunes en mesure justement de prendre les armes pour lutter eux aussi. Et je constate que justement, après, quand cela est passé, que les gens voulaient recommencer à vivre, la première chose qu'ils ont fait, c'était la création culturelle qui a pris de l'effervescence. Et surtout, la chanson populaire. Alors je me dis, mais pourquoi justement ces jeunes gens-là qui étaient dépourvus de tout, ils ont trouvé dans la chanson populaire, dans la création artistique justement, une manière, l'énergie peut-être pour revivre et regarder le futur. Or encore une fois, j'ai dit, jusque-là, il y a eu des Bogumil, Zouki, d'autres personnes qui ont fait des réflexions justement. Mais des philosophes comme tels, je n'ai pas encore lu une réflexion des philosophes justement pour analyser ces chansons-là, pour analyser ces créations artistiques qui ont justement le mérite de nous dire, mais attention, il n'y a pas que le réel qui est là devant nous. Il y a autre chose, il y a le futur. C'est-à-dire que ces chansons populaires, donc, quand vous les écoutez, vous sentez que ce sont des chansons dans lesquelles les jeunes disent non, justement, à une politique de la mort. Non à une politique de la mort. Et en même temps, ils sont en train de, en dansant, ils constituent une nouvelle communauté. Et je me dis, à travers leurs manifestations, pratiquement là, il y a une nouvelle subjectivité politique qui naît. Et c'est cette subjectivité politique nouvelle qui se manifeste par exemple à Goma par le mouvement, je ne sais pas, que ce soit la Lucha ou Filimbi, qui finalement sont des gens qui n'ont plus peur d'être tués, c'est parce qu'ils savent qu'il y a plus que, je ne sais pas, le char, le combat, et ainsi de suite. Donc ce sont tous ces gestes-là qui me disent, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une philosophie, justement, que la philosophie africaine se fasse davantage, prenne le risque justement de devenir une herméneutique du possible ou une herméneutique utopique. C'est de voir justement tous ces foyers au sein des États africains où les jeunes essayent d'imaginer un autre monde, essayent de promouvoir un nouveau langage qui n'est pas celui des multinationales, qui n'est pas celui de la Banque mondiale, qui n'est pas celui, je ne sais pas, du Fonds monétaire international, parce qu'ils mettent en avant justement la vie. C'est la vie qui est première à ce moment-là. Ce sont des chansons justement pour promouvoir la vie. Donc à partir de ce qu'ils nous montrent par là que ce dont nous avons besoin peut-être aujourd'hui, c'est d'une philosophie justement de la vie. Même dans la belle formule où il dit justement, c'est ce que l'utopie dont nous avons besoin, c'est celle de donner la mort à la mort, donner mort à la mort. C'est ça justement, c'est ça, c'est-à-dire c'est finalement une utopie de la vie, l'affirmation de la vie comme première préoccupation. Et après maintenant nous pourrons justement essayer d'élaborer peut-être d'autres théories une fois que la vie sera redevenue justement l'absolu finalement au nom duquel il faut lutter. Et c'est arrivé à ce moment-là que je me dis, mais hélas malheureusement, notre philosophie africaine, là je vais plus vite parce que je vois que le temps passe assez vite, je me dis, les lieux de lutte pour la vie, quels qu'elles soient, doivent devenir pour nous, justement, les lieux d'ancrage d'une pensée émancipatrice. Tous ces lieux en Afrique où il y a des gens qui luttent, justement, doivent intéresser l'intellectuel ou le philosophe précisément, pour pouvoir analyser de quelle utopie sont porteurs. Et ici encore au Congo, je pense volontiers à le Bundu-Dia Congo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Bundu-Dia Congo, qui a été un mouvement politico-religieux ou messianique. En tout cas, il s'abreuve au messianisme comme avec Kimbangu, Simon Kimbangu, Kimbavita, tous ces mondes-là, justement. Alors je me dis, mais c'est curieux que la seule réaction du pouvoir en place ait été, justement, de les réprimer et de les tuer en masse, de les massacrer. Et malheureusement, aussi, je cherche en vain, il y a quand même un Congolais qui a fait une thèse en Belgique sur le Bundu-Dia Congo. Et moi j'ai dit félicitations monsieur, mais c'est que l'intellectuel congolais ou les philosophes congolais ne s'est pas interrogé pour analyser finalement de quoi était porteur encore une fois le Bundu-Dia Congo. De quoi était-il porteur? En quoi menaçait-il tellement le pouvoir de Kabila pour être si réprimé? C'est ça que je dis, il y a quelque chose dont ils étaient porteurs. Et notre malheur, c'est que nous avons vécu en Afrique sous le diktat de la vérité et du sens. Diktat la vérité du sens. Donc quelqu'un d'autre qui apporte un sens, c'est pas qui n'est pas en harmonie avec celui du pouvoir en place, il faut l'éliminer.
Alors je me dis justement, aujourd'hui, il faut peut-être donner la parole à tous ces mouvements alternatifs, les écouter. Parce que nous, depuis 60-70, depuis la dictature, on ne nous a pas suffisamment écoutés. Dès qu'il y avait un dissident, il fallait tout simplement le mettre en prison. Alors là, nous avons des lieux justement d'ouverture du discours, à une pluralité justement de conception de la vie. Et alors je me dis, mais pourquoi justement cette timidité du discours philosophique africain? Et je me dis, mais hélas, il y a ce qu'on pourrait appeler une misère de la philosophie africaine. Et là, je pars d'une phrase de Hannah Arendt, la philosophe juive, qui a dit après la guerre, dans une lettre à son maître à penser, qu'il y ait Karl Jaspers, elle lui dit, mais je soupçonne que la philosophie de notre n'est pas tout à fait innocente quant à ce qui nous est donné là. Parce que la philosophie n'est pas tout à fait innocente par rapport justement à ce massacre des Juifs, à ce qui passait par. Je me dis, probablement que la philosophie africaine n'est pas tout à fait innocente dans ce qui nous est arrivé. Et pourquoi? Parce que justement, j'ai fait venir de Kinshasa beaucoup les tomes des actes de semaine philosophique de Kinshasa. Il y en a chaque année, parfois deux. C'est-à-dire, les philosophes congolais ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup parlé. Et chaque fois, ils affirment que c'est l'abbé Ngimbi Seka du Bazaïre ou du Kisandu justement, qui par exemple affirme en 93, il dit les philosophes africains est le veilleur et l'éveilleur de la conscience et de la cité. Très bien. Il dit ça en 93. Mais on sait ce qui s'est passé en 93 à Kinshasa et ce qui a suivi par après. Si les philosophes africains est veilleur et est veilleur de la société, alors ce qui nous est arrivé, il faut qu'il apporte aussi la responsabilité. Parce que finalement, il n'a pas suffisamment veillé. Il n'a pas suffisamment éveillé les consciences. Après la Ngimbi Seka, c'est le professeur Ngwei Ngonda Ndenke. Hélas, il paraît qu'il est mort il y a 2 jours. Ouais, professeur. Hélas, c'est dommage pour. Qui dit, lui, il parle aussi justement des responsabilités, de savoir et responsabilité. Et il les situe sur 4 niveaux. Il y a la responsabilité épistémologique dans la quête de la vérité, la responsabilité historique et prospective dans tout ce que l'on fait du monde eu égard au destin de l'homme et de sa vocation, la responsabilité éthique, la responsabilité sociale, économique et politique. Du point de vue pratique, Ngwei définit la tâche de la philosophie comme consistant à saisir les dérives existentielles et à éveiller les consciences pour que chacun, posant des questions, problématise les réponses en témoignant ainsi du mystère de l'être. Convaincu qu'elle doit jouer un rôle essentiel dans l'instauration de la démocratie, il ajoute « Retour critique et lucide à l'existence », la pratique de la philosophie a tous les atouts et aspects à la fois d'une visée de l'essentiel, d'une perception des causes profondes, d'une saisie des enjeux principaux et d'une instauration des conditions de possibilité d'une existence sensée. Qui le contesterait justement, on ne sait pas là. Mais encore une fois, je constate que cette existence sensée, on la chercherait en vain, je ne sais pas si on voit dans les faubourgs de Kinshasa. Et même parmi les professeurs, ils savent que cette existence censée n'existe pas. Alors je continue à me poser la question, mais tout de même, pourquoi cela? Et je me dis, mais en fait, si on regarde bien, les thèmes des grands colloques qui ont eu lieu à Kinshasa sont parfois éloquents. En 1978, c'était philosophie et libération. Très bien, philosophie et libération. En 1984, il y a eu un colloque philosophie africaine et développement. En 1985, philosophie africaine et ordre social. Bref, on pourrait dire que les philosophes congolais ou africains, je ne sais pas si ce n'est pas seulement les Congolais qui y participent, ont toujours voulu réconcilier pratique de la connaissance et pratique révolutionnaire. Mais 2 autres philosophes aussi, qui ne sont pas les moindres, il y a un Congolais qui a même fait sa thèse aux facultés catholiques de Kinshasa, donc qui connaît très bien l'institution, et un autre, un Béninois, je crois qu'il est Béninois, il sait qu'à Prosper Laleye, il est au Sénégal, Béninois. Oui, il est Béninois. Oui, il sait qu'à Prosper Laleye, et sont les seuls, alors que les autres célébraient justement la pratique philosophique africaine, la philosophie africaine, ils viennent et nous disent, attention,
les philosophes congolais, en fait, ils n'existent même pas. Nous avons des professeurs de philosophie. Et Bandakulu Mukenji, qui est congolais, justement, je dis, lui-même originaire des facultés catholiques, il dit, mais un signe celui-ci, à la conférence nationale souveraine de Kinshasa, 92, je crois, tout le monde avait parlé, sauf les philosophes qui étaient invisibles. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'une fois que les philosophes ont quitté la salle de cours, l'auditoire, une fois qu'il a quitté le petit colloque entre eux là, il est tout simplement vide, il ne sait rien dire tout simplement. C'est quelqu'un qui sait parler quand il est devant les étudiants ou il va se mettre à jouer avec les mots. En fait, ce sont des jeux de mots qu'il reprend de Paul Ricoeur, de Heidegger, et ainsi de suite. Mais mettez-les devant la réalité sociale comme telle, il ne saura pas l'analyser. C'est que son discours est tout à fait scolaire et académique. Et c'est le même reproche que Isiaka Prosper Lalei, qui a enseigné à Kinshasa pendant longtemps, qui venait souvent au colloque, il dit, mais en fait, c'est même, les philosophes nous diront, oui, mais mon métier c'est d'enseigner. D'accord. Mais seulement, chaque fois que les philosophes se prononcent, il dit, mon modèle c'est Socrate. Mais Socrate, on sait ce que faisait Socrate, lui. Il ne se limitait pas dans les auditoires, il parlait à tout le monde. Mais essayez de voir quel est ce philosophe africain, justement, qui va prendre part aux discussions sur, par exemple, je ne sais pas, tel événement politique qui a eu lieu avec les parlementaires debout, qui, eux, discutent, je sais pas, au bord parfois, au coin de la rue, par exemple. Il va dire, mais ces gens, en fait, ils ne connaissent pas les mots de la tribu, les mots philosophiques qu'ils veulent lancer, donc ils ne prennent pas part. Et il nous dit, mais en fait, le problème aussi, c'est que la philosophie africaine jusqu'aujourd'hui c'est une répétition de ce qui s'est passé en Occident. Alors on parle, on développe des théories et ainsi de suite, mais essayez de voir le poids de la réalité sociale africaine dans ce discours, il est vide, tout simplement. Il est tout simplement zéro. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ah oui, si cela est tout à fait vrai, il faudrait alors que la recherche philosophique africaine se fasse aussi une recherche sociale. C'est qu'il faut quand même, soit que les philosophes, justement, soient formés aussi en sciences sociales pour analyser d'abord la réalité telle qu'elle est, et une fois qu'ils savent la réalité telle qu'elle est, ils peuvent alors tenir là-dessus, justement, l'interpréter et tenir le discours philosophique là-dessus. Autrement, on va parler dans les vides et finalement, on va amuser les étudiants dans un auditoire avec un très beau langage, je ne sais pas, mais finalement qui ne porte rien. Et là, je trouve que la philosophie, les philosophes, se mettant ensemble avec les sociologues, en fait, ça produirait produirait quelque chose de très bon. Ça signifie quoi, par exemple? Ça signifie qu'avant que le philosophe, comme mon professeur Ngomabinda, justement, qui a écrit un livre, la philosophie, les pouvoirs politiques en Afrique, et pour qui, justement, la seule voie royale de la philosophie en Afrique, c'est la philosophie politique, une réflexion sur le pouvoir. C'est-à-dire, il part d'en haut. Et puis, d'en haut, il faut descendre vers le peuple. Moi, j'ai dit, non, monsieur mon professeur, il faut partir d'en bas. Analyser la réalité sociale, là. Avant de parler des institutions, les institutions qui pourraient être solides et ainsi de suite, essayer de voir comment le peuple comprend sa situation. Parce qu'on a souvent l'impression que le peuple ne comprend rien à rien, finalement. Là. C'est ça aussi qu'il faut changer. Le peuple a son interprétation, je crois, de la réalité. Il a son interprétation de ce qui est juste et injuste, et du futur qu'il souhaite. Alors il faut apprendre, en tenir compte, critiquer peut-être, et aider le peuple finalement à améliorer sa propre compréhension de la réalité, et ainsi de suite. Maintenant, on peut arriver peut-être à ces institutions qui seraient stables et légitimes, avec des pouvoirs légitimes. Mais à part cela, on va mettre en place des institutions que le peuple ne comprend pas, qui n'ont même pas leurs assises, je pourrais dire éthiques, dans les archétypes sociaux du peuple. C'est-à-dire, ce seront des États importés, qui constituent une autre violence sur la population, tout simplement. C'est une autre violence sur l'imaginaire populaire. Parce qu'on vient leur imposer un autre imaginaire, qui est celui des Français du XVIIe et XVIIIe siècle, à laquelle nous sommes quand même au XXe siècle. Alors, donc, j'ai dit,
il faut non seulement que les philosophes se fassent parfois sociologues ou prêtent la main aux sociologues, mais aussi qu'ils pratiquent cette herméneutique justement utopique. C'est que quand ce n'est plus le moment aujourd'hui de continuer justement à lier notre discours tout le temps à la colonisation. On a beaucoup parlé de cela. À critiquer tout le temps la post-colonie, nous en savons déjà beaucoup. Maintenant, le futur. Notre discours doit pouvoir essayer de nous projeter vers le futur. Quel type de futur nous voulons bâtir? Et ça, la philosophie peut le faire justement en s'abreuvant à des sources qui sont là présentes. Ça m'a toujours surpris que les philosophes africains, par exemple, regardent avec c'est pas d'en haut, les romans, les fictions littéraires. Non, n'en parlez pas. Alors, ces fictions-là nous projettent parfois vers l'avenir. Le cinéma, il y en a de plus en plus. On n'en parle pas. Vous voulez continuer, donc je veux dire des chansons aussi, on n'en parle pas. Donc finalement, cette culture qui est là, et qui est peut-être ce que le peuple connaît, et à partir de laquelle il faudrait essayer de monter, justement les philosophes n'en parlent pas. Parce qu'ils nous parlent de l'universel chez Kant. Ce n'est pas mal de parler de l'universel de Kant, mais qu'ils nous parlent de cet universel justement en partant de notre réalité, comment nous allons vivre cet universel. On sait d'ailleurs les limites de l'universel kantien, ainsi de suite, je ne sais pas. L'universel des Lumières, on en connaît bien la limite. Donc en fin de compte, je dirais, je vais finir par là, parce que les questions, j'espère que je vais éclairer mon discours par là. J'ai une conclusion que je préfère, peut-être parce qu'elle résume assez bien ce que... Comme ça, Benoît ne va pas m'en vouloir. Non, mon frère, c'est pas, on est des frères, s'il vous plaît. Ouais. Donc, je dis, ensemble, si elle veut rester fidèle à la volonté initiale de contribuer à relever les défis auxquels l'humain dans la condition africaine fait face et prendre un nouveau départ, la philosophie africaine doit se faire recherche sociale, exploration critique des possibles inscrits dans le réel africain, et donc aussi philosophie utopique capable de déchiffrer le sens ou la présemblance de l'espérance cachée derrière la semblance du nihilisme, la banalité du quotidien ou de l'ordinaire. Elle doit se pencher de manière critique sur les pratiques sociales à travers lesquelles les gens ordinaires essayent de réinventer ou mieux de réimaginer l'Afrique socialement, politiquement et culturellement. Mais pour ce faire, il importe d'envisager une conception plus large de la rationalité à mesure de tenir compte des différentes sortes de symbolisme culturel, ainsi que des matières impures du monde réel d'une part, et d'autre part, redéfinir les conditions qui peuvent faire de la philosophie une pensée vivante axée sur les événements actuels les plus urgents. Il s'agit aujourd'hui d'une exigence à la fois d'authenticité et de pertinence de l'acte philosophique, surtout si l'on convient que la philosophie n'a de consistance que d'être un acte accompli en situation, modifiant celle-ci dans sa structure tout comme il est informé par elle. C'est cela que nous enseigne une analyse du contexte d'émergence de la philosophie, de la forme et du contenu des dialogues platoniciens, ainsi que de l'apparition des grands systèmes ou doctrines du passé, fussent-ils obésiens, kantiens, hégéliens ou schellingien. Il y a la belle phrase de Hegel, qui disait « La philosophie, c'est notre temps saisi par la pensée. » Notre temps, pas le temps des autres, c'est notre temps qu'il faut saisir par la pensée. En effet, comme le suggère Bruno Carcenti, les dialogues platoniciens, qu'une longue tradition scolaire a canonisé, gagnent toujours à être ramenés à leur réalité de discours circulant dans la vie de la cité athénienne à un stade déterminé de son évolution. Discours dont la forme même dépend de ses conditions et qui s'est trouvée dotée d'une effectivité tout aussi spécifique, au sens où elle a été capable de produire des effets insoupçonnables auparavant. Et enfin, comme le dit le philosophe américain Dewey, le rôle, la problématique et la thématique de la philosophie naissent des tensions et des conflits de la vie communautaire dans laquelle apparaît une forme spécifique de philosophie. En conséquence,
Les problèmes spécifiques varient avec les changements qui affectent en permanence la vie humaine et qui constituent parfois une crise et un tournant dans l'histoire des hommes. Je vous remercie.